Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour ou bonsoir, chers amis auditeurs, chers amis cinéphiles, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain, François-Xavier Consoli, votre serviteur, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous faisons un moteur un peu spécial, puisque vous le savez, le moteur, c'est notre émission ciné sur la radio. Je ne suis pas en compagnie de notre ami Doc qui nous parle habituellement de cinéma. C'est pour ça que c'est un moteur un peu spécial, parce que je suis avec Adrien. Bonjour Adrien. Salut. Nous te recevons aujourd'hui parce que tu es le créateur et le patron d'une chaîne YouTube vraiment très intéressante, toute jeune, toute récente, toute fraîche, qui s'appelle Contre-Histoire du cinéma. Et c'est une chaîne assez intéressante puisque elle est consacrée uniquement au cinéma français. Alors ça changera peut-être, on verra bien. Je trouvais ça assez rafraîchissant déjà de parler de cinéma français puisque ça fait quand même un petit moment maintenant, en tant que cinéphile, que je suis énormément de chaînes de cinéma sur YouTube. Et bon, la plupart, on va pas se le cacher, à 95, et je suis encore assez généreux, 95% ces chaînes sont consacrées au cinéma américain. Et là, tu arrives et tu nous fais donc cette chaîne Contre-Histoire du cinéma français. En plus, avec un ton, pareil, assez un peu... On va pas dire polémique, mais on va dire que tu remets le cinéma français à sa juste place sur le devant de la scène, en brisant quelques mythes, les mythes cahiers du cinéma, si je puis dire. Mais on va développer comme ça, les auditeurs vont bien comprendre. Par ailleurs, la chaîne est aussi en partenariat avec le magazine L'Incorrect, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, petite question d'intro. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé, Adrien, à te lancer dans une chaîne de cinéma, dans une chaîne YouTube consacrée au cinéma, et pourquoi ce goût pour le cinéma, notamment le cinéma français? J'avais pas spécialement pensé à faire une chaîne. On m'a dit il y a quelques mois, tu devrais essayer. Honnêtement, je vais jamais sur YouTube, je savais pas du tout ce qui s'y faisait. Et puis, donc du coup, j'ai fait un petit montage, je l'ai diffusé, et puis c'est devenu une chaîne, mais il n'y avait pas un projet énorme derrière tout ça au départ, quoi. Et puis d'ailleurs, c'est resté un petit truc, il y a 1500 abonnés, voilà. Et sur le cinéma français, c'est sûr que c'est axé sur le cinéma français, mais je vais parler beaucoup du cinéma américain en parlant de l'influence du cinéma français sur le cinéma américain. Parce que je peux pas me limiter à ce qui est fait actuellement en France, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc je parle beaucoup de ce qui a été fait en France, et je vais faire des ponts avec ce qui aurait pu être fait en prenant l'exemple de comment les Américains ont su puiser dans notre cinéma pour renouveler leur cinéma, quoi. Donc là, la première saison, c'était vraiment sur le cinéma français, sur la création des années, donc de l'origine, de 1895 aux années 60. La deuxième saison, je fais des années 60 à nos jours. Là, j'ai sorti le premier épisode cette semaine. J'ai fait quelques hors-séries, plus d'actu entre deux. Et puis la troisième saison, ça sera vraiment sur le cinéma américain qui s'est inspiré du cinéma français, quoi. Bah, mettons les pieds dans le plat tout de suite, puisque comme j'ai dit, tu remets le cinéma français à sa juste place, à savoir sur le devant de la scène, parce que ça fait quand même quelques années maintenant. Alors les cinéphiles qui sont très accros au cinéma français actuel pourront réagir et ne pas être d'accord. Allez-y, faites-le. Mais il n'empêche que ça fait quand même un petit moment que le cinéma français est derrière le rideau, si je puis dire. Alors, parce que j'ai quand même regardé ton boulot. La France, bon, c'est le berceau du cinéma, c'est un fait avéré, pas de problème. Les frères Lumière, etc. Mais il y a quelque chose que tu développes dès le début donc de tes vidéos, c'est la figure du héros. À savoir que dès le début du cinéma, donc du cinéma français et donc du cinéma tout court, en France, on est très attaché à la figure du héros. Donc on est à cheval entre le 19e et le début du 20e siècle. Alors tu parles beaucoup de certains films comme, en tout cas tu les mets en avant, comme le Napoléon d'Abel Gance, etc. Voilà, Et qu'est-ce qui fait cette particularité dans le cinéma français à ses débuts de la figure, cette importance de la figure du héros? Je pense qu'à l'époque, la figure, elle est encore un peu partout dans la littérature, et
c'est pas que la figure a déserté la culture française, c'est que les moyens du cinéma, à partir du moment où le cinéma français marche moins, se prêtent moins à un cinéma héroïque. C'est-à-dire qu'il y a du temps du cinéma muet, le cinéma français marche encore très bien, même si les 10 dernières années du cinéma muet, après la Première Guerre mondiale, c'est beaucoup plus difficile. On va tenter de refaire un cinéma héroïque, mais avec moins de moyens qu'en ont les Américains. Et par la suite, moins on aura de moyens, moins on fera de cinéma héroïque. Et par ailleurs, plus les Américains feront de cinéma héroïque, plus ils prendront de parts de marché. C'est un peu un système dans lequel on s'est enfermé avec le temps, par fatalité au départ, parce qu'on a perdu la domination du cinéma mondial et que le cinéma parlant a fait que le cinéma français n'était plus universel parce que limité aux personnes qui parlaient le français. Et puis je pense que dans un second temps, il y a eu une réaction. Parce que les Américains faisaient un certain cinéma, on se donnait un point d'honneur à ne pas le faire, quoi. Et aujourd'hui, on est totalement enfermé dans cette logique où il y a même un peu un sentiment de rejet vis-à-vis du cinéma héroïque dans les milieux un peu culturels ou même chez une grosse partie des critiques. Par contre, chez les spectateurs, et je me base sur mon expérience dans les années 90, tu sais, j'étais ouvreur dans les cinémas, j'arrachais les tickets et je voyais ce qui marchait. On faisait de la programmation, etc. dans le cinéma, donc on suivait les box-office. Et c'était évident que quand on passait un film héroïque, on remplissait la salle. Quand on passait un film plus psychologique, souvent on se finissait avec 10-15 entrées, quoi. Mais ce cinéma qui remplissait les salles était 9 fois sur 10 américain. Donc il y avait forcément un sentiment de manque. Et le fait qu'on ne puisse plus associer ce cinéma à une image française est illogique quand on sait qu'on l'a fait pendant des années et même si on a une grande période de domination du cinéma mondial au début, dans les 20 premières années de l'histoire du cinéma, jusque dans les années 60, on a un cinéma héroïque assez fort. Ça se terminera petit à petit dans les années 70-80, mais les Delon, Belmondo remplissaient les salles. Et, moi, tu vois, dans mon petit cinéma dans les années 90, un cinéma de province, quand on passait un Van Damme, c'est peut-être pas ce qui marchait le mieux au niveau national, mais on savait que systématiquement on faisait ça le comble avec un Van Damme. Et il y avait une demande énorme. Et les gens venaient parce qu'ils disaient c'est un héros, mais bien qu'il soit belge, il était perçu comme français. C'est un héros francophone. Il y avait une fascination pour la figure du héros. Et on faisait autant avec un Van Damme dans des petites salles comme ça, au fin fond de la France, qu'on ne pouvait le faire avec un Bruce Willis qui, au niveau mondial, faisait 100 fois plus d'entrées. C'est là qu'il m'est apparu évident qu'il y avait un manque dans le cinéma français autour de la figure du héros, quoi. On va reparler de Bébel et Delon, mais on va essayer d'être un peu chronologique. Il y a un bond technique, là tu l'as abordé, mais on va creuser un tout petit peu là-dessus. Il y a un bond technique effectivement qui va énormément changer le cinéma mondial, mais toi tu le remarques bien dans une de tes vidéos, c'est le parlant. À savoir que là on change de dimension, c'était de la caméra grandiose, des grands mouvements, quelque chose de quasiment envoûtant, mais quand c'est grandiose justement c'est beau, à quelque chose de plus intime, quelque chose où là on est dans le dialogue à deux, donc forcément ça devient, on va dire, pas plus misérable, mais en tout cas moins grandiloquent, quoi. Ouais, et en plus ça s'exportait infiniment moins. Alors au début, on se dit ça exporte moins peut-être parce que c'est en langue française, mais aussi parce que globalement le public, il y a une attirance pour les sujets plus tape à l'œil, plus brutaux, plus esthétiques. Et en France, on avait cette double problématique. On n'avait plus trop les moyens de le faire. Et je dis en plus, on a eu un espèce de rejet idéologique de cette forme de cinéma, quoi. Mais au tout début des années 30, je pense pas que c'était une volonté, c'était une fatalité. Quand le cinéma parlant arrive, de toute façon, on peut plus bouger la caméra, et ça c'est un peu partout dans le monde, parce que sinon ça fait du bruit. Donc on part davantage sur des plans fixes, quoi. Et en partant sur des plans fixes, forcément, il y a moins de chevaucher, quoi. Pour avoir une petite illustration, tu peux me donner juste quelques exemples donc, de ce cinéma muet français assez grandiose. Je parlais de Napoléon à Belgance, mais il y en a bien d'autres. Et le cinéma où là, on passe à autre chose, où le parlant est apparu, et là on est vraiment plus dans le dialogue. Est-ce que tu as juste quelques exemples de l'un et de l'autre ? Dans le cinéma dans le cinéma muet, des années 20, c'est pour ça que ça ne se limite pas à la figure héroïque, mais il y a un dynamisme de la mise en scène qui, lui, se prêtera plus tard au cinéma héroïque, notamment chez les Américains. Et dans des films comme L'Argent, dans des films comme L'Inhumaine, la caméra est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme qui pousse à l'aventure.
Et c'est ça qui est intéressant, plus que le sujet, que le simple sujet du héros. Mm. C'est-à-dire que la mise en scène était elle-même empreinte d'héroïsme, d'aventure, d'action. C'était un cinéma dynamique. Et effectivement, on passe au cinéma parlant, qui est pas moins bien c'est-à-dire, c'est pas un jugement de valeur, hein. Quand on arrive dans le cinéma parlant des années 30, d'ailleurs, moi je regarde plus de films des années 30 que de films des années 20. On arrive au film de Pagnol, là, tout le monde a une image instantanée du cinéma de Pagnol où les gens sont assis autour d'une table. Ça devient virtuose, c'est extraordinaire, mais c'est un autre cinéma, quoi. Et puis, faut être honnête, les spectateurs que nous sommes aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près les mêmes âges, on a une bonne trentaine. Maintenant, ou peut-être un peu plus, mais on n'est plus habitué à regarder du cinéma muet. C'est compliqué. On regarde, je sais pas, voilà, tu parlais de, on a dit Napoléon, on peut regarder voilà, L'Aurore, un film que j'aime beaucoup, de Murnau, c'est un chef-d'œuvre, mais honnêtement, je pense qu'il serait difficile aujourd'hui de montrer ça à des gamins de 20 ans. Ouais, et puis ça aurait pas forcément, comment dire, ça aurait pas forcément d'intérêt parce que ça risquerait de les dégoûter. Et c'est pour ça que dans les derniers épisodes, j'essaie d'aller puiser dans ce qu'il y a de moderne, dans ce qui peut les intéresser pour faire des liens. C'est-à-dire que j'ai fait un épisode par exemple sur l'animé japonais pour essayer de faire remarquer que ce qu'ils peuvent aimer, là je suis en train de monter, là, je préparais cet après-midi la suite de cet épisode sur l'animé japonais, pour montrer que ces qualités qu'on trouvait dans l'impressionnisme, dans le cinéma des années 20, ils peuvent le trouver dans l'animé. Et j'ai en tête, par exemple, le cinéma japonais ou chinois des années 80-90, c'était pas grand public. Et Tarantino, qui s'inspirait directement du cinéma de Hong Kong ou du cinéma japonais, par son cinéma américain moderne, devenait une porte d'entrée pour ce cinéma-là. Et moi, quand j'avais 15-20 ans, spontanément, je ne serais pas allé vers ce cinéma asiatique, mais parce que Tarantino le présentait à la fin des années 90, au début des années 2000, j'allais découvrir ce cinéma et effectivement, je m'y intéressais. Mais si on m'avait juste donné ce cinéma asiatique, je pense que ça m'aurait un peu emmerdé, quoi. J'y serais pas allé. Alors, si on continue un petit peu dans le temps, la chronologie, elle arrive, donc elle a les impressionnistes des années 30, bon, pareil, c'est tout un monde, et c'est tellement vaste, on pourrait faire 5-6 émissions rien que sur ce cinéma-là. Arrive donc la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est le début de la fin, dans le sens où l'occupation implique forcément une certaine collaboration pour certains, un exil pour d'autres, et juste après la Seconde Guerre mondiale, au moment de l'épuration, il y aura une succession de règlements de compte, et finalement une sorte de détestation, de ce qu'était le cinéma avant, pour refaire un cinéma français qui doit être purgé. En fait, je pense que ce sera entre les deux. Parce qu'il y a un réalisateur, Claude Autant-Lara, il disait alors c'est très très mal vu, mais il disait pendant l'occupation, c'était, je sais plus quelle était son expression, mais c'était incroyable pour le cinéma français parce qu'il y avait plus de concurrence. Donc ils avaient pendant la guerre, en gros entre 41 et 44, ils avaient 85% de part de marché. Les gens ne pouvaient plus aller voir les films américains qui ne sortent plus chez nous, donc ils allaient voir les films français. Et ce qui est intéressant, c'est que les Allemands, pour éviter justement tout sentiment national, pour éviter de parler d'actualité, ils nous ont imposé des sujets du patrimoine. Et on s'est mis à faire, entre 41 et 44, un nombre incroyable de films puisés dans le patrimoine du 19e siècle. Et ça a eu l'effet inverse, c'est que ça a redonné goût à ce folklore, à cette culture qu'on trouvait en littérature, mais sur lequel ne se penchait pas spécialement le cinéma des années 30. Et après-guerre, en fait, on va continuer dans cette dynamique. Déjà, il y a toute une génération de réalisateurs qui vont aussi émerger pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que beaucoup des plus brillants, comme Renoir, seront partis en Californie, ou alors ne pourront plus travailler, comme Pagnol. Donc il y a une nouvelle génération qui va venir, et qui voudra certainement pas lâcher le morceau, vu qu'ils ont réussi à faire des films sous l'occupation allemande. Ils vont proposer un nouveau mouvement après-guerre qui va être incroyablement riche, avec Henri-Georges Clouzot en tête, qui dirigeait la Continentale. Juste pour se situer, la Continentale, c'est une société française, mais sous contrôle allemand. C'est-à-dire que les Français ne voulaient pas voir les films allemands, même si par la suite, on aura essayé de donner une image d'affreux collabos à tous les Français. Malgré la propagande, ils n'allaient pas voir ces films. Il y a quelques témoignages de projectionnistes qui disaient, pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens allaient au cinéma
pour se divertir, ils en avaient besoin. D'ailleurs, ma grand-mère me disait toujours ça, ça nous donnait un petit peu de rêve et ça nous faisait du bien, et aussi c'était chauffé. C'est-à-dire que les salles de cinéma étaient chauffées, et quand les Français n'avaient plus les moyens de se chauffer, ils allaient au cinéma. Durant toute cette période, ils ont pris goût pour un espèce de cinéma du patrimoine avec des tas d'adaptations de romans qui continueront dans les années 40 et dans les années 50. Donc c'est pas tout de suite que ça va faire chuter le cinéma français. Ça a même été un second souffle. Par contre, ça va s'arrêter brutalement entre le début des années 60 et la fin des années 60, où il y a un mouvement qui n'aura pas connu la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Godard les définit bien, il donne une définition comme ça, il dit, la nouvelle vague, il dit, ce sont des jeunes gens qui n'ont pas connu la résistance et qui n'ont pas connu la guerre. Et les boomers, quoi. Voilà. Mais d'un côté, ils vont être incroyablement créatifs, parce que la nouvelle vague, c'est fabuleux, il y a des films extraordinaires, mais ils vont imposer leur cinéma en rupture avec ce cinéma qui se faisait avant. Or, ce cinéma grand public, on pense aux Misérables, à tous ces films adaptés des romans du 19e, c'est ça qui remplissait les salles. Or, on a un peu dégoûté le public de ce cinéma-là en disant c'est du cinéma ringard, c'est du cinéma vieillot, c'est du cinéma de papa, comme il disait. Par contre, le cinéma qui a été mis en place par la nouvelle vague, qui est incroyablement riche, n'a pas pris. Le maximum qu'ils ont pu faire, ça devait être 3,5 millions d'entrées avec les 400 coups. Après, on doit avoir le À bout de souffle qui fait 2 millions d'entrées. Les autres films de la nouvelle vague, ça tournait entre 1 million et 1,5 million d'entrées. Pour se situer, Les Misérables, c'était quasiment 10 millions d'entrées. La Vache absolument pas du cinéma populaire, quoi. Voilà, la nouvelle vague. Voilà, La Vache et le Prisonnier, c'était 9-10 millions de spectateurs. Donc on a tapé sur ce cinéma-là qui faisait des entrées, et c'est là que le cinéma américain va vraiment s'immiscer et va pouvoir remplacer le cinéma populaire français. Alors justement, n'allons pas trop vite parce que ça je veux vraiment le rappeler à nos auditeurs qui justement, n'ayez pas peur, il y aura des images sur le montage pour ceux qui ne connaissent pas tout ce cinéma-là. Mais je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus sur l'arrivée à la fois d'une forme d'idéologisation du cinéma, je vais expliquer, Ouais. et de l'autre, beaucoup de mépris. Cette façon qu'ont ces petits bourgeois, que ce soit Godard, Truffaut, etc., de tancer un peu leurs anciens, dans le sens où... moi, je me souviens c'était un documentaire, je crois. Oui, je crois que c'est un documentaire qui s'appelle c'est quoi? C'est Chagrin et la pitié. Ouais, ok, Voilà. ouais. Alors là, c'est vraiment l'archétype. Bon, en plus, c'est un peu le truc obligatoire. Bon, maintenant, ce serait plutôt Shoah, mais c'est un peu pareil dans le sens où certains jeunes, donc de la nouvelle vague, par exemple, mais ce qu'on appellerait les boomers, quoi. Donc ces jeunes nés dans les années 40, tout début des années 50. Arrive donc à la fin donc de peut-être cette dernière époque mythique, ce dernier grand moment du cinéma français, peut-être que je me trompe, tu me corrigeras, mais qui est la fin des années 50, tout début des années 60, avec le rock'n'roll, les chewing-gums, le perfecto, et puis Marlon Brando dans la chambre, quoi. Et viennent, grosso modo, en plus de tout ça, viennent dire à papa, donc à des réalisateurs plus vieux, ceux qui avaient déjà fait leur preuve dans les années 30, 40 et 50, ouais bon, t'es bien un gentil coco, t'as collaboré, tu fais partie d'un pays qui s'est couché devant l'ennemi. Nous, on est jeunes, on est beau, on est frais, on a du chewing-gum et on est rock'n'roll. Donc, on va. Il est temps un peu de vous donner un coup de pompe au cul. Est-ce que tout ça mélangé, ma question un peu longue, je sais bien, mais est-ce que tout ça mélangé a fait que quelque part on a tué quelque part le cinéma français? C'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté, ça a tué le cinéma classique, c'est-à-dire la représentation du cinéma justement qui intégrait une forme héroïque, qui intégrait des liens avec le patrimoine français, l'histoire, les grands romans du 19e. Mais en même temps, dans leur révolution, ils ont créé quelque chose. Le problème, et les réalisateurs américains des années 70 en parlent très bien, 70-80, c'est que ce qui a été inventé par cette révolution qui a voulu foutre à la poubelle le cinéma d'avant les années 60 n'a pas été, entre guillemets, professionnalisé. Je reviendrai juste sur un petit point. Dans les années 20, justement, les années impressionnistes, les années qui m'intéressent beaucoup, où on invente un cinéma mouvement, on est dans la recherche.
on cherche pas à professionnaliser le cinéma, c'est-à-dire que les réalisateurs se vivent plus comme des artistes, Abel Gans, justement L'Herbier. Ils veulent être par le cinéma l'égal des grands peintres. En France, dans les années 1900 jusqu'à 1920-30, Paris est encore une capitale du monde artistique. En peinture, on a des images évidentes avec les Picasso, Chagall, tout le monde vient, c'est une plaque tournante. Et les réalisateurs du cinéma ne veulent pas être juste des techniciens qui mettent en image des choses, ils veulent être des créateurs. L'inconvénient, c'est qu'en étant constamment dans la création, ils ne servent pas assez une industrie. Les Américains, ils vont faire de leur cinéma une industrie, ce qui permet de pérenniser les découvertes sur le long terme pour assurer une esthétique, un certain nombre de succès qui, tous les mois, viennent combler les attentes du public. En France, on avait cette démarche qui a fait, dans les années impressionnistes, dans les années 20, qui a fait évoluer considérablement le cinéma, qui n'était pas considéré comme un art jusqu'aux impressionnistes, c'était considéré uniquement comme un divertissement. Les Français en feront un art, mais ils n'arriveront pas à faire de cet art un art institutionnalisé en industrie. Ben, ça a été vrai dans les années 20, c'était encore relativement le cas dans les années 30, quand les Allemands arrivent et qui nous disent bon, vos délires c'est terminé pendant l'occupation, vous avez maximum 2 prises par scène, on ne peut plus expérimenter. Et dans l'inconfort va se créer une professionnalisation du cinéma. D'ailleurs, cette société créée par les Allemands qui s'appelle la Continental va amener des moyens gigantesques en France parce que nos studios étaient en faillite et la Continental va tout simplement être nommée en UGC après-guerre. L'UGC, c'est l'héritage direct de la Continental. Donc, d'une certaine manière, l'occupation allemande qui est venue brutaliser notre cinéma nous a permis de développer un studio important après-guerre. Et Pathé Gaumont s'est relancé aussi après-guerre. Et les films donc d'après-guerre sont des films beaucoup plus professionnalisés. C'est-à-dire qu'on continuait à se dire on fait maximum en 3 prises. Abel Gans, il pouvait faire jusqu'à 100 prises. Il n'était pas sûr de son scénario. Il divisait la durée de son film. Il partait sur un film de 4 heures et il y arrivait avec un film de 2 heures. Le cinéma, avant cette professionnalisation, était beaucoup plus artistique, mais économiquement beaucoup moins sûr. Mais ce qui s'est passé avec la nouvelle vague dans les années 60, c'est de nouveau la même chose. C'est-à-dire que entre les années 40 et 50, on comprend bien qu'on a professionnalisé notre système. Tu savais qu'un Gabin sortait en salle, tu faisais 3-4 millions d'entrées. Un Fernandel, tu faisais pas en dessous de 3,5 millions d'entrées. Tu avais un cinéma qui fonctionnait, le public qui était habitué. Ils allaient voir leurs films avec Fernandel, ils allaient voir leurs films avec Gabin, ils avaient leurs habitudes. La génération des années 60 dit ça c'est figé, c'est trop artisanal, c'est pas assez artistique. Ils viennent détruire ce système. Alors, je fais des raccourcis parce que tout ça se passe de manière beaucoup plus complexe et sur 10 ans. Mais globalement, ils bouleversent cette industrie en se disant ça va de nouveau être un art. Et effectivement, ils font des découvertes incroyables. Sauf que ces découvertes ne seront pas institutionnalisées en une logique industrielle. Or, les Américains, dans les années 70, Spielberg, Scorsese, Coppola, George Lucas, ils vont prendre ces découvertes et ils disent « Nous, on va en faire une méthode. Et on va en faire une méthode qui nous permettra de sortir un film toutes les semaines et toutes les semaines d'avoir 3 millions d'entrées et donc d'avoir suffisamment d'argent pour ensuite faire des Apocalypse Now, des films comme La Liste de Schindler, C'est-à-dire qu'ils auront une telle industrie qu'ils pourront se permettre toute l'originalité possible. Nous, notre cinéma a déconstruit l'industrie et il y a eu une crise importante qui fait qu'à partir des années 60, certes, on devient plus créatif, mais peu à peu, notre part de marché s'écroule et on passe de 55% de part de marché, 50% de part de marché en 1960 à un tiers, autour de 30% en 20-25 ans. Quoi. Et là, les Américains prennent le dessus. Ouais. Donc, comme souvent, on avait l'art, mais on se l'est fait piquer, et en plus on n'avait pas, comme tu l'as dit, la capacité, ou on n'a pas eu l'intelligence ou le pragmatisme de faire de l'industrie, quoi. Donc au final, on se retrouve avec la nouvelle vague. Alors on est peut-être un peu méchant avec la nouvelle vague, mais bon, comme tu l'as dit, il y a des chefs-d'œuvre dans la nouvelle vague, il n'y a aucun problème. Finalement, si je suis un peu le raisonnement, c'est que ils ont créé ils ont fait du cinéma de niche en faisant du cinéma quelque chose
qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma d'arrêt d'essai, quoi. C'est un peu d'ailleurs l'image qu'ont les Américains du cinéma français actuel. C'est un peu, bon, c'est des bourgeois dans un salon, il faut prendre une trottinette électrique pour aller des chiottes au salon tellement c'est grand, et puis ils ont des grands problèmes, émotionnels et psychologiques. Mais c'est un peu l'image cliché qu'on en a, quoi. Et est-ce que, voilà, le drame il est là, c'est qu'on a fait de l'art, on a fait quelque chose qui pouvait techniquement être très intéressant, comme tu l'as dit, des découvertes, mais rien, quoi, ça s'est arrêté là. Je pense que le problème aussi qu'ont eu les Français, c'est qu'ils ont opposé l'art à l'industrie. Or, le cinéma, c'est un art industriel. Et il y a ce sentiment de supériorité qui est déjà là dans les années 60. Hein. Il y a une phrase, je ne sais plus si je l'ai mis dans la vidéo, je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais en gros, Truffaut disait de La Grande Vadrouille, qui était le plus gros succès de l'histoire du cinéma français et qui l'est resté jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à Titanic, il disait « Le succès de La Grande Vadrouille m'empêche de m'intéresser au film ». Et il y avait... Là, Le poseur, quoi, le poseur. Voilà, il y a toute une expression du mal français qui oppose le succès à l'artistique. Et ce que ne font pas les Américains. Et d'ailleurs, il y a tout un, comment dire, il y a tout un courant français qui va fuir vers les États-Unis. C'est des vidéos que j'ai pas encore mis en ligne, qui vont venir dans 2-3 semaines, je sais plus exactement, où je montre tous ces Français qui faisaient des découvertes en France et puis qui partaient les professionnaliser aux États-Unis. Et c'est pour ça que je veux pas juste accabler la nouvelle vague, parce que leur découverte était incroyable. Quelque part, ils ont fait le boulot. La nouvelle vague, ça dure pas si longtemps, c'est 5 ans maximum, donc ils peuvent pas être responsables de tout ce qui suit. Par contre, ceux qui suivent, en gros, le cinéma à partir des années 60, les Français à partir des années 67, 70, 75, ils vont garder le sentiment de supériorité de la nouvelle vague sans être capables d'être aussi inventifs que la nouvelle vague. Et les mecs de la nouvelle vague eux-mêmes seront plus capables de se renouveler et resteront un peu dans la posture. Les grands films de la nouvelle vague, ceux qu'ont retenu les Américains, c'est en gros entre 59 et 65. Les films, entre guillemets, maoïstes de Godard apparaissent entre 67, 70, 72. Les Américains, ils savent même pas qu'ils existent. Tarantino, il vient dire Godard, c'est génial, mais ces films-là, il les a pas vus, ils se les sont pas tapés. Et en fait, ils comprendraient à peine. Ce sont des films qui ont même pas intéressé les Français. Mais ils ont trouvé il y a eu chez les Français un espèce de refuge en disant ouais, mais nous ça marche pas parce que c'est de l'art. Scorsese quand il fait Taxi Driver ou Coppola quand il fait Apocalypse Now, ça marche et c'est de l'art. C'est de l'art aussi. En regardant un petit peu la chaîne, j'ai vu que tu t'étais assez intéressé pas mal à mai 68 et tu avais fait une petite série, c'était quoi? C'était Comprendre Zemmour par le cinéma, je crois. On va pas parler de Zemmour ici, c'est pas le lieu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a posé le passage de la nouvelle vague, et arrive donc le cinéma des années 70, qu'on pourrait presque appeler si je plagie un peu l'expression pour la philosophie, c'est presque du cinéma de soupçon, quoi, ou cinéma même carrément accusateur, où là on a c'est vraiment des brûlots anti-français, faut faire simple, hein, parce que y a eu la guerre d'Algérie, OAS, etc. Et donc ça j'aimerais bien qu'on développe un peu. On retrouve beaucoup dans le cinéma français des années 70 cette posture. Avant on avait la posture artistique, maintenant on a la posture militante, à savoir on fait du cinéma militant. Alors parfois ça peut être intelligent, oui, pourquoi pas. Par exemple je prends un film que j'aime beaucoup qui s'appelle c'est 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil, c'est quelque part du cinéma politique, oui, puisqu'on parle des grandes entreprises, etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Alors peut-être que c'est la même chose, hein, tu me corrigeras, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un Henri Verneuil et un Yves Boisset dans l'attentat qui reprend l'affaire Ben Barka ou Dupont-Lajoie? Alors déjà, je pense que Verneuil, c'est un réalisateur de l'ancienne génération. Juste pour le situer, c'est un réalisateur qui commence au début des années 50. Je crois qu'il était dans le documentaire court-métrage, et c'est Fernandel qui le remarque et qui lui fait faire son premier film. Et comme je disais, quand Fernandel sortait un film, tu faisais au moins 3 millions d'entrées. C'est-à-dire que quand Fernandel fait débuter Verneuil, c'est un tremplin gigantesque pour Verneuil. Parce qu'il y avait encore des figures dans le cinéma français qui garantissaient dans les années 50-60, il y aura par la suite de finesse, qui garantissaient un succès systématique. Aujourd'hui, quand un acteur fait 3 millions d'entrées, on dit c'est extraordinaire. Fernandel, il pouvait faire ça 3 fois dans l'année. Et pourtant, il y avait un public, une population française 2 fois moindre. Même si les gens allaient davantage au cinéma,
euh, dans les années 60 où il y a la télévision, les gens auraient déjà été tentés de ne plus aller au cinéma, mais il y avait encore ces très très grandes figures populaires, et surtout de finesse dans les années 60. Verneuil, lui, il vient de ce cinéma populaire. Il aime remplir les salles. Quand il fait la Vache et le prisonnier, il fait un film qui fait 8-10 millions d'entrées. Et ce qui est marrant, c'est que quand il fait... comment s'appelle ce film? J'ai un trou de mémoire. Quand il fait son film avec en 62, qui est projeté à Cannes, Un singe en hiver. Un singe en hiver, voilà, oui. Voilà. Oui. Il se fait huer. Le film se fait huer à Cannes, c'est-à-dire que déjà ce sentiment de supériorité est présent au début des années 60. J'avais interviewé le gars qui était le secrétaire général du Festival de Cannes à l'époque, dans les années 60, et il expliquait que c'était très difficile de projeter un film de Verneuil, qu'il se faisait insulter à la base avant même que le film soit projeté. Donc le public n'accordait aucune chance à ce film. Pourtant, c'est un film qui a fait 2,5 millions, quasiment 3 millions d'entrées. Qui est super bon. Et qui est extraordinaire. Verneuil, c'était ce cinéma populaire-là, et il y avait un sentiment de supériorité, quoi qu'il fasse. Quand Yves Boisset il arrive, parce que Yves Boisset, on le caricature aussi, il s'est enfermé dans un cinéma militant, mais malheureusement pour lui, c'est aussi ce cinéma militant qui a le mieux marché. Après ses films les plus politiques comme Dupont-la-Joie, il y a une interview qui tourne sur le site de l'INA où il dit, il est à Cannes d'ailleurs, il dit j'ai très envie de faire de nouveau du cinéma populaire, il veut un peu se détacher de ce cinéma militant, mais ça va pas prendre. Quelque part, il a tellement ramené sa gueule dans un cinéma militant que quand il a voulu en sortir, il en a été prisonnier. Je pense que ce qui différencie fondamentalement Verneuil de Boisset, au-delà de leur film, c'est l'image qu'on en a. Il ne faut pas oublier que pour la nouvelle vague, qui crée la dimension d'auteur, un réalisateur, c'est pas juste le film qu'il fait, c'est sa posture politique, sa posture morale, l'ensemble de son discours cinématographique, c'est tout ce qu'il a produit qui fait qu'il est validé ou non comme cinéaste. Verneuil, dans cette logique, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, c'était considéré comme mauvais. Boisset, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, c'était considéré comme bon, parce que c'était validé par le discours du cinéma d'auteur qui fleurit à la fin des années 50, dans toutes les années 60, qui fait qu'un réalisateur qui a, entre guillemets, la carte, tout ce qu'il fait est justifié, parce qu'on se dit, pour comprendre une œuvre, pour comprendre un film, il faut comprendre l'ensemble d'une œuvre, dont même un mauvais film fait partie d'une œuvre, donc vient nous éclairer sur cet artiste. Ce qui est terrible, en gros, c'est la prise du pouvoir par la critique. C'est l'Empire contre-attaque par les cahiers du cinéma, quoi. Nous décidons qu'est-ce qu'il y a de bon, le reste c'est de la merde. Ouais. D'accord. Mais c'est ça qui a été génial, entre guillemets, chez la Nouvelle Vague. Ils ne doutaient de rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont imposé leur logique avec fracas, ils ont converti la critique du monde entier à leur discours, et je pense que je serais curieux de savoir ce qu'ils pensaient réellement, parce qu'aujourd'hui on entend Godard qui redécouvre le cinéma des années 50, le cinéma de papa, et il dit oh bah c'était beaucoup de bons films. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant qu'il n'a plus rien à gagner, il reconnaît qu'il y avait des tas de bons films là-dedans. Peut-être qu'ils ont eu besoin de puiser dans cette espèce de militantisme intolérant pour pouvoir s'affirmer. N'empêche que ça a fonctionné. C'est pour ça que je dirais que le problème, c'est pas tant qu'il l'ait fait, c'est que les autres n'aient pas réagi par la suite. C'est-à-dire que les quelques Français qui étaient en réaction, Polanski, dans les années 60, il était mêlé à la Nouvelle Vague, mais il faisait pas du tout partie de la Nouvelle Vague. Il en a vite marre, il se barre aux États-Unis et il dit c'est des amateurs. Quand il parle des gars de la Nouvelle Vague, ça a beau être je pense des relations, si ce n'est des amis. Il dit c'est des amateurs parce qu'ils sont incapables justement de professionnaliser le cinéma. Ben, les créatifs français, ceux qui avaient des idées très concrètes, n'étaient pas poussés à rester en France. Et effectivement, ça a pu avoir l'air d'une forme de lâcheté, ceux qui se sont barrés aux États-Unis. D'ailleurs, à un moment, Verneuil essaie de se barrer aux États-Unis. Quelque part, il valait mieux partir aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de place pour eux par la suite. Et je finis juste là-dessus, on a vu par la suite dans les années 80, les réalisateurs français qui étaient plus dans la logique de Verneuil, je pense à des mecs comme Luc Besson ou Jean-Jacques Hano, je pense à eux parce que Verneuil, bon déjà parce que c'est les gars qui faisaient le plus d'entrées, mais Verneuil les avait désignés en disant aujourd'hui c'est eux qui prennent la suite de mon cinéma. Mais ces mecs-là, leur cinéma était difficilement compatible avec les restrictions morales du cinéma français.
Et c'est pas pour rien que Luc Besson, quand il développe le cinquième élément, au départ, c'est Jean Reno qui devait avoir le rôle. C'est un film qui a été financé par la France. C'est un film qui aurait tout à fait pu être fait en français. Alors, ils te diront toujours qu'il y avait des limites de budget. C'est possible, mais c'est pas certain. Parce que c'est un film qui a coûté 90 millions à l'époque. Quand on fait les Astérix 4-5 ans après, c'est des films qui coûtent entre 50 et 100 millions. Donc on aurait tout à fait pu imaginer un grand cinéma de divertissement tourné en français. Mais c'était très difficile, je pense, pour les réalisateurs français qui aimaient le grand cinéma populaire de faire des films en France. Jean-Jacques Hano, Le Nom de la Rose, ça lui est refusé en France et en français, et il va le faire financer par des Allemands. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est intéressant. Tu penses, par exemple, mettons le cinquième élément, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais bon, ça reste quand même un film de science-fiction pas trop mal, quoi. Est-ce que là, ça aurait vraiment pu être, ça aurait pu être français de bout en bout? Parce que bon, faut pas se leurrer, Luc Besson, d'ailleurs, qui a une carrière quand même assez respectable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il a quand bien même. sûr. Puis, Le début, c'est incroyable. voilà. Et puis en plus, il vient pas du sérail. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est fait Ouais. un peu tout seul entre guillemets, mais qui là-dessus, ça implique quand même un certain talent. Donc le cinquième élément aurait pu être français de bout en bout, mais manque de, je sais pas, impossibilité de le vendre en France ou moins de distributeurs en France, plus de possibilités à partir du moment où c'est sur le marché américain, forcément, ben ça rapporte plus de thunes. Ou voilà, c'était possible d'après toi? Ah oui, pour moi, c'est totalement possible parce qu'on a vu D'accord. des budgets à peu près équivalents en France. Alors, peut-être pas autant que le cinquième élément, mais je pense que ce qui est plus sournois, c'est qu'au-delà d'une histoire de moyens, c'est une histoire de représentation qu'on a de soi-même. C'est-à-dire que Mm. les Français, Mm. quand ils font des films dans les années 90, en fait, quand ils veulent imaginer le rêve, ils n'imaginent plus la France. Et c'est là le travail profond, le travail de sape du cinéma français, c'est qu'on a, comment dire, on a désolidarisé l'idéal, le rêve, l'impossible du cinéma français. Et à l'époque, on fait des très gros budgets. Il y a encore des films. Moi, il y a un réalisateur que j'aime beaucoup, un producteur aussi, qui est Claude Berry. Quand il fait Germinal, il a un budget qui est comparable à beaucoup de films d'action américains. Donc, on a les moyens pour le faire, mais on ne le fait pas. Et à l'époque, Studio Canal, donc, qui dépend de Canal+, est en pleine expansion. Studio Canal coproduit des films américains. Donc, on est capable d'injecter des millions. Les films coproduits par Studio Canal, c'est Terminator 2, Basic Instinct. C'est des films à très très gros budget. Donc, les Français ont les moyens, ont les liquidités pour faire ce genre de film-là. Ils ont les artistes, puisqu'ils ont des mecs comme Luc Besson, comme Jean-Jacques Hano. Mais il y a l'idée que ce cinéma-là, c'est pas en France qu'on va le faire. On ne peut s'accomplir qu'aux États-Unis. Voilà. Je pense qu'il y avait ce fantasme-là. Mm. Et par ailleurs, il y avait une détestation parce que les mecs comme Luc Besson, moi j'adorais ce qu'il a fait au début. Après, je n'aime plus du tout ce qu'il fait. Pour moi, il a sacrifié ce qui faisait son génie, mais il s'en prenait plein la gueule. C'est-à-dire que j'avais interviewé quand j'étais étudiant au milieu des années 2000, début des années 2000, un réalisateur belge qui était prof dans une école de cinéma et il me disait Luc Besson, c'est pas du cinéma. Jean-Jacques Hano, c'est pas du cinéma. C'était des clippers. Pour la profession française, c'était très méprisant de dire que quelqu'un faisait du clip. Et on leur accordait même pas le titre de réalisateur. Ce qui empêchait pas Luc Besson de faire des millions d'entrées et de révolutionner le cinéma à son niveau. Hein. Mais je pense vraiment qu'il y avait une barrière morale qui était plus importante que la barrière matérielle. Après tout, David Fincher a commencé par du clip, hein. Mais Et voilà. ouais, comme quoi, ouais, l'idéologie fait quand même beaucoup de dégâts. Avant de parler donc du cinéma français, plutôt des années 80, 90 et plus actuel, un petit mot quand même. Là, j'ai vu que tu avais sorti ça, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu que tu avais sorti une vidéo concernant les deux derniers, enfin plus qu'un maintenant, les deux derniers grands héros du cinéma français, puisqu'on parlait de la figure du héros au début de l'entretien. Ouais. C'est Belmondo et Delon qui eux sont vraiment les grandes figures, et comme tu l'as dit, à l'instar d'un Gabin ou d'un Fernandel, bon, ces deux-là sortaient, c'était l'événement, quoi. Jusque dans les années 80, ouais. Je vois encore parce que j'ai connu un peu les cassettes, je vois encore sur les cassettes le Belmondo en gros, hein, ou sur les cinémas, tu vois, dans les cinémas des années 80, là, c'est marqué Belmondo énorme, comme ça, c'est un événement, quoi. Et est-ce que la mort, bon, désolé pour Delon, il n'est pas encore mort, gardons-le. Oui, artistiquement, il fait bon, plein de voilà, c'est fini, artistiquement c'est fini. Mais est-ce que la disparition de figures telles que ces deux-là, qui sont en plus
Il y a quelque chose de magique en plus dans ce couple-là. C'est que c'est le yin et le yang, c'est la lune c'est la lune et le soleil. C'est une. Non mais vraiment, il y a quelque chose. On avait fait une émission, on fait un petit peu d'autopromo tant qu'on y est. On avait fait une émission sur nos ondes à propos de Patrick Devers. Il y avait on pouvait retrouver un petit peu ça chez Depardieu et Devers. Voilà. Mais là, Delon et Belmondo, c'est énorme, comme dirait l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ces deux-là? En quoi c'est la fin d'une époque? Bah, pour moi, c'est la fin d'une époque parce que comment dire, ça se termine dans les années 80, donc tout est assez structuré, tout est assez logique quand on regarde les films. Tu sais, quand tu regardes les lignes de box-office, ce qui marche le mieux, puis tout d'un coup tu vois les box-office s'effondrer, ça correspond à leur carrière. Évidemment, ils ne faisaient pas tout à deux, hein. Il y en a d'autres, faut pas oublier Ventura, qui disparaît au début des années 80. Il y avait des figures comme ça majeures, De Funès, je crois il doit décéder en 81. Il y a tout un cinéma qui disparaît à cette époque-là, et leur cinéma aurait pu continuer avec d'autres figures, d'autres acteurs, mais ces autres figures, ces autres acteurs n'auront pas le pouvoir ni la volonté d'imposer ce cinéma. Delon, c'était pas juste un acteur, c'était un producteur, il dénichait les scénarios, il dénichait les sujets. Je vais faire plusieurs épisodes là-dessus, sur Borsalino notamment. Quand il fait Borsalino, il a l'idée du film, il trouve le réalisateur, il trouve le scénariste, il trouve le compositeur. C'est un moteur gigantesque, et Borsalino, c'est un film qui marche dans le monde entier, hormis aux États-Unis. Quand il fait Le Clan des Siciliens, qui est un film de Verneuil pour le coup, c'est un film qui marche dans le monde entier. C'est-à-dire que c'était des gars qui avaient une aura mondiale. Quand ils disparaissent avant de mourir, quand ils s'arrêtent dans les années 80, il n'y a pas de figure capable d'avoir cette aura mondiale, et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de volonté de l'avoir. Delon se battait pour que ses films soient connus, par exemple au Japon. Tu vois. Je vois pas de figure qui tente de faire ça. Un peu Luc Besson et Jean Reno, qui étaient très très populaires au Japon, mais il y avait encore cette volonté d'expansion chez des mecs comme Delon, chez des personnes comme Belmondo. Ils voulaient conquérir le cinéma mondial. Ils avaient connu ce cinéma-là, quoi. C'est-à-dire, c'est des mecs qui sont nés dans les années 30. Delon, son exemple constamment, c'était Gabin. C'est-à-dire, évidemment qui n'était pas un acteur dont le succès était mondial. Je pense même que son succès était inférieur à celui de Delon, mais qui était une figure absolue. C'était pas juste des acteurs, c'était des institutions, c'était des légendes. C'est le père, d'ailleurs il l'appelait le vieux, je crois. Ouais. Voilà, c'est le père. Et il avait un respect infini pour lui, c'est-à-dire qu'il le vous voyait. Et je crois que sur leur dernière collaboration, alors que Delon était déjà une star depuis 10 ans, il me semble qu'il dit ça dans une interview, il y allait lui demander un autographe. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ça. C'est-à-dire que Delon, c'était à l'époque l'acteur le plus populaire, et Gabin lui a dédicacé une photo. Il y avait un respect absolu, et il y avait la volonté de faire renaître ce grand cinéma-là chez Delon. On l'a souvent fait passer pour un mégalo à partir des années 80, ce qui est une erreur à mon avis, parce qu'il n'est pas plus que tous les autres acteurs. Toute personne qui a travaillé dans le cinéma, qui a été assistant de gars que j'adore par ailleurs, hein, des Paul Vord, des tout ça, ils sont pas plus humbles que Delon. Hein. Donc on imagine très bien. Ouais. On a essayé de casser Delon, non pas parce qu'il était plus prétentieux que les autres, il n'est pas plus que De Niro, mais parce qu'il représentait quelque chose qu'on pouvait plus tolérer, que le public aimait, et que le meilleur moyen d'en dégoûter le public, c'était pas en disant que les films étaient mauvais, vu que le public aimait les films, ça a été en dégoûtant la figure, notamment avec les Guignols de l'info, et toute cette culture canal des années 80, qui sont venus détruire le personnage. En détruisant le personnage, je pense qu'on a détruit la figure de l'acteur. Et juste un dernier détail, Delon, quand il reviendra comme star, entre guillemets, au Festival de Cannes, tout le monde se foutra de sa gueule parce qu'il viendra avec un badge où il y aura écrit star, tu sais. Mais lui, il assumait totalement, comme Sharon Stone assumait totalement d'être une star à la même époque. Les Français disaient, oh non, moi je suis plus quelqu'un de normal. C'était avant le président normal, c'était l'acteur normal. Ouais. Ben, Delon assumait pleinement d'être une star, et parce qu'il l'assumait, son cinéma pouvait aller pouvait tenter ces excentricités-là, cette démesure, ce cinéma héroïque de la toute-puissance. C'est-à-dire qu'il faut avoir un ego démesuré. Il y a Van Damme, il a cet ego-là, tu vois. Il assumait d'être une star. Il y a une interview comme ça où il dit, si tu te regardes dans le matin, tu es dans le miroir, tu dis, oh, je suis petit. Et Van Damme, tu sais, avec sa grande gueule, il dit, moi, je suis grand, je suis beau, je suis fort, je suis Van Damme. Mais quelque part, il faut cette niaque pour imposer cette dimension d'héroïsme. Ouais.
Les Français n'ont plus les couilles de le faire, je trouve. Exactement, bah, ça rejoint ce qu'on disait finalement sur le soupçon, la détestation de soi. C'est voilà, je suis normal, bon, je me la pète grave. Maintenant, je peux. Bah, en plus, ce qui est terrible, c'est que maintenant, on se la pète grave sur les réseaux sociaux en expliquant ce qu'on a mangé à midi. Donc oui, effectivement, t'es normal, oui, t'as mangé comme tout le monde à midi, oui, effectivement. On est passé, c'est une autre époque, quoi. On est passé à autre chose. Là, je fais un peu mon Pascal Pro, mais on est passé à autre chose. C'est quand même hallucinant. Terminons. Puisqu'on parlait des années 80, terminons sur le cinéma plus actuel, 90, 2000, 2010, 2020, parce que ça y est, on est bien dedans maintenant, dans Voilà. cette décennie 2020. Est-ce que, alors moi je suis plutôt je suis pas un optimiste de nature, c'est plutôt l'inverse, et j'ai honnêtement, mais ça les auditeurs qui sont des coutumiers des ondes le savent, je suis pas un grand amateur du cinéma français actuel, mais est-ce que il y a quelques espoirs? Est-ce qu'il y a des bons? Est-ce il y aura possibilité de refaire autre chose? Par exemple, moi, on m'a conseillé Bruno Dumont. Bon, j'ai vu Jeanne récemment. C'est pas inintéressant, mais honnêtement, j'ai du mal. Est-ce qu'il y a des bons réalisateurs, des Français qui savent manier une caméra, qui savent, qui sont qui peuvent faire des chefs-d'œuvre, qui peuvent faire des films qui vont marquer, parce que c'est ça aussi qui est important. Est-ce que tout ça est pérenne ou est-ce que tiens, les talents en fait maintenant sont à chercher ailleurs, sur YouTube par exemple. Bah, c'est sûr que c'est pas très encourageant ce qui se passe. Et encore une fois, comme dans tous les bouleversements dans l'histoire du cinéma, c'est souvent une double problématique. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de l'arrivée du parlant. C'est aussi une fatalité qui tue un dynamisme cinématographique. Là, l'arrivée de Netflix, puis le Covid, puis tout ça, je ne vais pas dire que ça vient tuer parce qu'il n'y avait plus grand-chose, mais ça vient achever un cinéma qui était un peu sous assistance respiratoire. C'est-à-dire qu'en France, tu enlèves les subventions, il ne reste pas grand-chose. Et ça ne dit pas seulement sur la qualité, mais sur l'enthousiasme des gens qui font du cinéma. Dans les écoles de cinéma, euh, ils ne sont pas très motivés, quoi. Ils arrivent pas à se motiver eux-mêmes. Moi, qui étais en école de cinéma, et puis après, maintenant qu'il y a des amis profs en école de cinéma, ils ont beaucoup de mal à stimuler les élèves pour préparer les courts-métrages qu'ils sont censés réaliser. C'est-à-dire qu'ils font au maximum 2 réunions quand il en faudrait 15 ou 20. C'est-à-dire il n'y a plus cette passion. Donc je ne sais pas si c'est une fatalité dans le sens où on n'a plus les moyens, où on n'a plus les talents, où on n'a plus... J'ai l'impression qu'encore une fois, c'est une espèce d'envie profonde qui déserte la profession. Il y a une espèce de côté un peu rentier dans le cinéma où les gens font quelque chose sans réelle passion et où de toute façon la passion est montrée du doigt comme étant un peu vulgaire, un peu triviale. Et je pense que s'il doit se passer quelque chose dans le cinéma, ça viendra d'abord d'un mouvement de mécontentement, c'est-à-dire comme l'ont fait la nouvelle vague à leur niveau. La nouvelle vague, ils n'étaient pas contents. Ils avaient aussi leur raison de ne pas être contents. C'était des gens qui adoraient justement le cinéma impressionniste, c'est-à-dire le cinéma qui était en mouvement complet, et qui disait, depuis que le cinéma s'est professionnalisé, il est moins audacieux. À la base, c'était une revendication juste, et parce qu'ils étaient insatisfaits du cinéma, ils ont théorisé leur insatisfaction, ils ont aussi théorisé tout ce qu'ils aimeraient voir du cinéma. Et avant les premiers films de la Nouvelle Vague, il y a 3-4 ans de discussions, d'émissions comme tu peux le faire, d'articles qui paraissent tous les jours, de gens qui viennent définir ce qu'ils ont envie de faire. Si bien qu'au moment où ils se mettent à faire du cinéma, tout est déjà écrit, tout est déjà prévu, tout est déjà annoncé. Le cinéma français, à mon avis, ne ressuscitera que s'il y a cet engouement au préalable. Et actuellement, il n'y a pas énormément d'engouement, mais comme tu le dis, il viendra peut-être de YouTube, de chaînes, de discussions. Oui, je voulais juste réagir à un petit truc. Est-ce que c'est assez... j'avais peur que tu me dises, parce que certains sont tombés dans cet écueil assez récemment, le renouveau passera par une forme de militantisme. Mais précisément, tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit ça sera un phénomène de ras-le-bol. Et je crois bien plus à ça. Parce que, bon, on n'est pas Eisenstein qui veut, quoi. Je veux dire, faire du cinéma militant en voulant mettre la France en avant, les burnes, tout ça. Le Moyen-Âge qui tue, c'est bien beau. Ok, mais est-ce que, déjà, ça s'improvise pas, hein. Je pense que tout le monde ne peut pas être cinéaste. Et voilà, c'est comme être costumier, monteur ou je ne sais quoi. Ça s'apprend. C'est des métiers, ça s'apprend. Et. Est-ce que voilà, donc
Juste sur ce point, toi tu penses que ça viendra donc d'un ras-le-bol, quoi. C'est bon, les productions Netflix, etc. J'ai encore vu là deux choses qui m'ont, j'étais sidéré. C'est oui, pourtant c'est pas un film qui est sorti cette semaine, mais j'ai vu une image donc c'était l'affiche du Cyrano. Ah oui, oui. Adapté, voilà, avec l'acteur de Game of Thrones, là, le Nabo, là, qui joue Cyrano, et un noir dans le rôle donc du galant, j'ai oublié le nom. Et donc j'ai vu ça, et oui, et dernier truc sur Netflix avec Omar Sy, qui est un flic, je crois, et qui va affronter en fait grosso modo, qui va casser la gueule à des méchants suprémacistes blancs en banlieue parisienne. Voilà, bon, c'est Netflix, c'est de la science-fiction à l'état pur, mais si je reprends ton mot, de tout ça, on en aura ras-le-bol. Bah, je sais pas si on aura ras-le-bol. Je sais que il pourra y avoir quelque chose que si les gens veulent autre chose. Ouais, C'est-à-dire que ouais. un réalisateur demain qui sort un film, tu parles de Chevalier, machin, mais de toute façon, s'il sort son film et que le public n'est pas désireux de le trouver, son film fera un bide. Donc il pourra y avoir d'autres cinémas que quand il y aura d'autres spectateurs. Pour le moment, le spectateur n'aime plus le cinéma, mais ne réclame pas autre chose. Donc je ne sais pas s'il peut exister autre chose. Si il doit y avoir un autre cinéma, je pense que ça passera d'abord par des gens qui discutent sur des forums et qui se retrouvent en nombre suffisamment important pour pouvoir accueillir la sortie d'un nouveau film. Parce que des grands films ou des bons films, il y en a sans doute eu, ils sont sans doute passés à la trappe parce qu'il n'y avait pas d'attente de les voir, quoi. Mm. Dans les années 60, il y a eu la nouvelle vague qui proposait des nouvelles films et un public qui voulait voir de nouveaux films. C'est pour ça qu'il faut les deux. Et je pense pas que le cinéma doive passer par le militantisme, juste par l'ennui. Moi, je suis pas désireux d'un cinéma spécialement militant en étant déçu ou agacé d'un militantisme. C'est juste que je m'ennuie devant ce cinéma-là. Quand les Américains font, je sais pas, je repensais tout à l'heure, en 99, il y avait eu deux films coup sur coup. Il y avait eu Fight Club, qui s'était fait traiter de film fasciste à l'époque, qui est aujourd'hui présenté comme un film antifa par d'autres, donc il faudrait savoir. Et au même moment, il y avait eu American Beauty, qui était plus présenté comme un film progressiste. Si, à cette époque-là, tu avais un double visage d'un grand film abouti, soi-disant fasciste, qui était Fight Club, et d'un grand film qui se revendique comme progressiste, qui est American Beauty, c'est pas une idéologie qui vient booster le cinéma, c'est un cinéma qui est tellement dynamique qu'il peut faire, de quelques idéologies des chefs-d'œuvre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus une volonté de faire de grands cinémas, et c'est pas tant pour accabler les progressistes qui mettent un contenu progressiste dans leurs films, c'est le manque d'appétit pour le cinéma qui fait que leur vision progressiste est totalement inintéressante. Il pourrait y avoir de grands films progressistes, parce qu'il y en a eu, et il n'y en a plus actuellement. Même chez les Américains, leur cinéma est chiant. Donc c'est pas forcément, c'est pas juste une question de militantisme, c'est une question de renouveau du cinéma qui passera pour certains par une idéologie, d'autres par une totalement opposée. Et d'ailleurs, juste un point, quand dans les Français des années 20 faisaient un cinéma impressionniste, tu avais des réalisateurs qui étaient entre guillemets, plus présentés comme étant de droite, comme Abel Gance, et des mecs qui étaient présentés de gauche, comme L'Herbier. Mais ils étaient aussi créatifs l'un que l'autre, et ils exprimaient leur discours par une forme incroyablement riche. Donc leur discours, finalement, était moins important que la forme. Aujourd'hui, le cinéma français, il a tendance à se dire mon discours est le bon, donc j'ai pas à m'emmerder pour la forme. Mais c'est aussi pour ça que les salles sont vides. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à regarder les box-office parce que c'est souvent très instructif. Aujourd'hui, on fanfaronne quand on fait un film qui fait 2 millions d'entrées. Vu la population actuelle, un succès, ça devrait faire 4-5 millions d'entrées. Dans les années 60, on fanfaronnait, alors qu'il devait y avoir un tiers de Français en moins, quand les films faisaient 5-6 millions d'entrées. C'est-à-dire qu'on a revu nos ambitions à la baisse, et c'est pas juste parce que les gens vont moins au cinéma, parce que quand un Spider-Man sort, il fait ses 7 millions d'entrées. Donc un film français peut tout à fait faire ça, et il n'est plus capable de provoquer cet enthousiasme chez les spectateurs. Mmh. Ben, on va méditer sur ces bonnes paroles. Je vais te poser la dernière question. Bon, c'est la question un peu bidon et je sais que c'est toujours difficile de choisir, mais allez, trois grands réalisateurs français à découvrir ou redécouvrir qui vraiment, voilà, ça c'est indispensable. Ah, je sais pas si c'est indispensable, mais il y en a un moi que j'aime beaucoup, c'est Jean-Paul Rapneau. Il a fait Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit, Bon voyage. Je l'aime bien parce que c'est un réalisateur justement qui a émergé dans les années 60, qui avait un discours méprisant envers ce qu'ils appelaient le cinéma de papa,
notamment Christian Jacques, je dis pas que c'est celui qu'il faut découvrir, mais qui est le réalisateur français qui a eu le plus de succès de l'histoire du cinéma français, donc c'est toujours bon à connaître. On connaît Spielberg qui est l'américain qui a eu le plus de succès, on connaît pas Christian Jacques qui est le français qui a eu le plus de succès. Mais Rapneau, quand il arrive, il fait un cinéma qui est un peu héritier du cinéma de Christian Jacques. Pourtant, il passe son temps à dire que ça n'a pas trop d'intérêt, que c'est un cinéma qui n'avait pas grand-chose à lui apprendre. Et plus il va vieillir, dans les années 60, 70, 80, plus il va arriver vers un cinéma qui ressemble à ce que faisait Christian Jacques. C'est-à-dire un cinéma qui est justement un peu KPDP, qui est un peu proche des grandes figures de la littérature du 19e siècle. Et quand il fait Cyrano de Bergerac et qu'il enchaîne avec Le Hussard sur le toit, il fait un cinéma qui est pas si loin du cinéma, de ce qu'ils appelaient le cinéma de papa, le cinéma d'avant la nouvelle vague. Et en ça, je trouve qu'il fait la jonction entre les deux cinémas. Le cinéma d'avant les années 60 et le cinéma d'après. Son cinéma ressemble un peu au cinéma d'avant les années 60, mais avec la maîtrise, pardon, et toutes les innovations techniques du cinéma moderne. Et son dernier film qui est bon, enfin son avant-dernier film qui est Bon Voyage est un chef-d'œuvre. Et ce qui est très drôle, c'est que quand ce film Bon Voyage est sorti, il s'est pris à peu près dans la gueule toutes les critiques que sa génération avait foutu dans la gueule aux réalisateurs du cinéma classique. On lui a reproché de faire un cinéma traditionnaliste, de faire un cinéma prévisible, de faire un cinéma trop technique, trop artisanal, et de ne pas être assez artistique. C'est-à-dire qu'il s'est pris vraiment toutes les critiques qui avaient été celles faites par sa génération contre la génération qu'ils venaient eux-mêmes de tuer, celle d'avant les années 60. Triste ironie de l'histoire. Voilà. Donc, il est vraiment intéressant parce que c'est un marchepied, et autant pour découvrir comme tu disais, on peut pas faire découvrir le cinéma muet, ça va emmerder les gens. Un film de Jean-Paul Rapneau, c'est très accessible. Regardez Bon Voyage, Le Hussard sur le toit, Cyrano, c'est très très accessible. Et ça laisse entrevoir tout ce qu'on peut faire. Le deuxième intérêt des films de Rapneau, c'est que c'est un mec qui avait une envie de précision et de sophistication qu'ont les Américains. Quand il fait un film comme Bon Voyage, il me semble que le budget était de 30 millions. C'était énorme à l'époque où le budget moyen d'un film, ça devait être de 10 millions. Et le budget moyen d'un film américain, à l'époque, devait être de 40-50 millions. Et on voit comment un Français était capable de développer des budgets incroyables pour avoir un film très très riche sur le plan visuel. Ok. Allez, deux autres, peut-être un peu plus courts. Dans les récents, enfin les récents entre guillemets, je trouve que Claude Berry c'est vraiment intéressant. Donc je développe pas trop, les gens peuvent aller voir, mais Uranus, Jean de Florette, Manon des Sources, c'est des films vraiment intéressants. Et sinon, je sais pas, on parlait de Verneuil, ce serait dommage de passer à côté de Verneuil pour ceux qui l'ont pas vu, et de regarder peut-être un ou deux films qu'il a fait dans les années 50. Ou même c'est-à-dire de regarder par exemple La Vache et le Prisonnier, on voit le cinéma d'avant les années 60, ensuite de regarder... c'est Don Camillo aussi, non? Je crois il a fait des Don Camillo, là, les deux premiers? Non, il n'a pas fait les Don Camillo. C'est pas lui, je confonds. Il aurait très bien pu, c'est Duvivier, les Don Camillo. C'est Duvivier, merci. Verneuil, regardez par exemple un de ses films des années 50 comme La Vache et le Prisonnier, regardez un de ses films des années 60 comme Weekend à Zuidcote. Là on voit l'évolution, on se dit waouh la vache, le cinéma entre la fin des années 50 et le début des années 60, ça va à une vitesse folle. Et ensuite regardez par exemple un polar qu'il a fait dans les années 70 comme Peur sur la ville. Parce que voilà un réalisateur qui sur 3 décennies montre l'évolution du cinéma dans le style, tout en restant toujours dans une espèce une grande maîtrise stylistique, et des films qui cartonnaient sur le plan populaire. Puis Week-end à Zuidcote, c'est un peu c'est Dunkerque avant l'heure. Hein. Exactement. Voilà, il y a des mouvements de caméra, il y a des mouvements, des constructions de plans qui sont les mêmes. On peut faire le parallèle entre Dunkerque et Week-end à Zuidcote. On met les deux images côte à côte. D'ailleurs, je l'ai fait dans une vidéo qui sortira plus tard. C'est exactement la même chose. Ça n'enlève rien à la qualité de Dunkerque. Hein. Mais c'est pour dire que les Français, encore une fois, avaient tout à fait les moyens de faire ça. Je rappelle toujours je sais qu'il faut conclure, hein, mais un film comme Astérix, en France, c'est un budget de plus de 100 millions. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de Gravity, c'est un budget de 100 millions. Donc on est tout à fait capable de faire ce genre de film. On a les moyens de les faire, mais on n'a juste plus le désir de les faire.
Voilà, on n'a plus le désir. Bah, c'est une bonne conclusion. Il va falloir le retrouver, ce désir-là. Hein, si on a des cinéastes en herbe ou des étudiants en école de ciné qui nous écoutent, eh ben, allez-y, retrouvez le désir, les enfants. Il y a besoin, il y a besoin. En tout cas, Adrien, merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci pour ce chouette entretien. J'espère que ça aura donné l'envie à nos auditeurs de découvrir ou de redécouvrir certains noms, certains films, certains réalisateurs qu'on a pu évoquer. Et c'est d'une richesse, c'est une richesse totale, hein. Effectivement, quand on met le nez là-dedans, de toute façon, on n'en finit pas. Clouzot, L'Herbier, Verneuil, bon, c'est sans fin, ça prend des heures, mais il y a quand même, ce sont des petits trésors, tout ça, et ça serait dommage de passer à côté. Chers auditeurs, si vous ne connaissez pas encore la chaîne de notre hôte, eh ben, nous vous invitons à découvrir, ça sera en description, Contre-histoire du cinéma. Quant à moi, eh ben, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Vous connaissez la petite musique, le petit pouce bleu, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même nous aider sur Tipeee si vous avez envie. Il faut soutenir un peu les braves. La vie commence toujours demain. Et haut les cœurs. Permettez-vous une question? Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me recevant chez vous? Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boidieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils sont de très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Boidieu, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin des Raffenstein et des Boidieu. On n'a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être. J'admire le soin que vous prenez de votre géranium. Ne croyez pas que je sois devenu botaniste, mais c'est la seule fleur de la forteresse. Il ne pousse ici que du lierre et des orties.